Dans cette vidéo, vous allez voir la culture de l'ail de A à Z, de novembre 2022, où nous avons planté l'ail sur cette parcelle, jusqu'à sa récolte en juin 2023. Et vous verrez toutes les étapes intermédiaires, à savoir le binage, les sarclages, le butage, qui ont permis d'avoir une très jolie récolte pour aboutir à cette jolie tresse. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre et je vais planter l'ail sur une partie de cette parcelle. Alors on va avoir une planche qui va faire 9 mètres de long, c'est-à-dire la longueur là, de la structure de serre, sur environ 2 mètres de large. On va planter l'ail sur des rangs espacés de 30 cm de distance environ, et chaque tête d'ail sera plantée tous les 15 cm environ sur la ligne. Ce qu'on avait en termes de précédence, c'était les courges qu'on avait vues ensemble. Donc pendant tout 2022, ça s'est passé sur bâche. C'est pourquoi la parcelle est vraiment très propre et pourquoi c'est très pratique de faire suivre les courges par l'ail d'hiver, puisque là, en fait, la semaine dernière, on a ramassé les courges et on a retiré les bâches. Je vais d'abord faire une chose que je ne vais pas vous montrer en vidéo, ça va être de ramasser les petits cailloux et les pierres qu'on a encore dans le terrain. Voilà, donc j'ai enlevé quelques cailloux, c'est toujours ça en moins dans le jardin. Et maintenant je vais retirer les débris végétaux ici qui vont nous gêner pour la suite du travail en fait avec les outils à dents. Ça va me gêner, ça va bourrer dans le cultivateur, donc je vais prendre un râteau et je vais tirer ça sur la partie où je ne vais pas ni semer ni planter là cette fin d'année. Donc ça ira se décomposer sur le côté cet hiver. Alors je précise également une chose, donc les bâches ont été retirées avant une bonne pluie, puisque le sol était un petit peu plus sec sous la bâche, puisqu'en plus c'était une année très sèche, donc c'était un petit peu plus sec que ce qu'on voit là. Et donc là on a eu quand même une semaine avec pas mal de pluie. Donc on a un terrain qui est bien, qui est juste bien pour être travaillé et juste bien pour y planter l'ail. Le terrain est suffisamment riche pour de l'ail, puisqu'il a été amendé l'année dernière un petit peu pour les courges. Alors après avoir mis le coup de râteau, je vais faire un passage assez rapide avec la grelinette pour ameublir tout ça. Là vous voyez les racines des courges qui couraient en fait en surface, vous voyez sous la bâche. Là, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller. Vous voyez, c'est pas très profond. Et elles captaient l'humidité et les nutriments sous la bâche. Je ne vous avais pas menti. Ça y est, j'ai le bout. Et donc maintenant je passe mon coup de cultivateur. Ma planche est prête, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre un petit coup de râteau, parce que je vois encore que j'ai sorti des pierres. Ça va me permettre de les mettre sur le côté. Je les ramasserai la prochaine fois, histoire d'avoir un terrain un petit peu plus plat. Ça c'est pas obligatoire, mais ça facilitera aussi les coups d'outils, puisque le prochain outil qui arrive, ce sera le sarcloir oscillant. Voilà. Et le sarcloir oscillant, c'est plus facile de le passer sur un terrain bien plat quand même. Donc on va faire ça plat. Et puis on va tirer le cordeau et planter l'ail. Donc j'ai tiré mon cordeau ici, première ligne. Je me suis fait des petits gabarits, là l'astuce quand on enchaîne les rangs, on se fait un petit gabarit. Donc j'ai fait 2 bâtons en 30 cm et un bâton en 15. Et donc ça me permet ici à chaque fois de déplacer les rangs de 30 cm. Et pendant la plantation, je vais prendre mon petit bâton, puis peut-être à un moment donné, lorsque j'aurai un peu le compas dans l'œil, j'abandonnerai et puis je planterai mon ail comme ça. Alors l'ail, il est ici, donc ça c'est de l'ail qu'on a produit l'année dernière dans le jardin. Donc bien sûr on choisit sur des grosses têtes saines, des gros cailleux, plutôt ceux de l'extérieur, pour avoir des gros cailleux bien sains. Et moi je vous invite encore une fois à faire votre semence d'ail, et derrière vous avez de la très belle semence, parce que franchement c'est de pire en pire, la semence dans les jardineries. Ça fait 10 ans que je regarde ça. Entre les cailleux pourris où on a carrément les petites bêtes qui sont vendues dans le filet, c'est de pire en pire, c'est n'importe quoi. En plus on a le choix avec 2 variétés, voilà, sur toute la France, toutes les jardineries achètent dans la même
enfin au même distributeur, je crois que ça vient de Hollande par exemple. Et puis bref, c'est de pire en pire. Et en fait là ça me permet de planter de l'ail parfaitement sain, alors qu'à l'époque où j'achetais mon ail en jardinerie, encore une fois, il y en avait, ils étaient tout bleus quoi. Donc il ne fallait pas les planter bien sûr, mais certains étaient plantés alors qu'ils étaient contaminés par ce bleu. Et puis après, ça pourrissait dans le sol. Et donc on perdait des plants sur la ligne. Et donc on perd en production. C'est une plantation en plus qui va nous coûter voilà, 0 €. Alors la plantation, ça se passe comme ça. Donc normalement j'ai les deux mains. Donc je prends mon petit bâton, je le mets. Donc là j'en ai planté un, je le mets là. J'attrape ma tête d'ail. Et encore une fois, comme toutes mes têtes d'ail là ici sont triées, je n'ai pas à réfléchir en fait, hein. Je n'ai pas à regarder chaque tête d'ail si elle est abîmée ou quoi. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire sur la table au préalable. Et également une chose sur les gousses qu'il y avait ici. La pointe ici là en haut, souvent elle est longue. Hein. Sur certaines gousses, elle est très longue, elle fait 4-5 cm. Et sur certaines, je l'ai recoupée parce que le problème c'est que si ça dépasse du sol, les oiseaux vont venir tirer dessus et ils vont vous sortir l'ail. Donc moi je vous invite à bien préparer vos gousses et si c'est trop long ici à raccourcir. Et ce qui fait que vous voyez ici j'ai planté déjà les deux premiers et il n'y a rien qui dépasse en fait. Et donc l'oiseau ne va pas être intéressé. Donc pour la plantation on prend l'ail avec les 3 doigts. Donc là on a la partie d'où va sortir les racines. Et on enfonce, voilà. On peut faire un petit coup comme ça, pareil pour les oiseaux. Et donc là, l'ail est planté, on n'a pas besoin de le mettre plus profondément. Donc en termes de profondeur, en fait, on l'enfonce de sa hauteur. Voilà, de manière à avoir la terre qui couvre. Comme ça, les oiseaux ne voient rien. Et c'est mieux comme ça. Donc hop, je vais vous montrer, j'en enchaîne 2-3. Hop. Alors des fois, vous voyez, là j'ai senti que j'avais du mal à l'enfoncer. Donc avec le doigt, je vais crocheter un peu la terre. Voilà, c'était simplement, c'était un caillou en fait. Donc forcément là, si l'ail avait été planté sur le caillou, c'était pas top. Donc j'ai sorti le caillou et on continue. Voilà, alors après, encore une fois, si vous avez une terre plus argileuse, etc., il faudra vous inspirer de pratiques d'autres jardiniers. Hein. Si vous avez une terre qui garde l'eau tout l'hiver, il faut planter sur butte, sur billon. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu en vitesse réelle. Donc j'en suis là. Donc tac, je prends mon bâton, je le déplace. Et ça va vite. Je plante bien sûr sous le fil pour conserver le rang bien droit, encore une fois, pour le sarclage. C'est plus facile de sarcler un rang qui est bien droit. Donc là, je prends mon bâton de 30 cm. J'en ai fait 2 pour que un reste là-bas et un reste là-bas. Et je déplace mon cordeau de 30 cm ici également. Et on est reparti. Alors là, je précise que cet ail, je ne sais pas quelle variété c'est. C'est de l'ail simplement qui avait été acheté donc la première année. Lorsqu'on est arrivé ici, comme on produisait rien, on achetait tout dans le commerce. Donc ça c'est de l'ail qui vient du rayon fruits et légumes de chez Leclerc. Et puis je vais même pas vous cacher que c'est de l'ail qui vient d'Argentine. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas d'ail français. Et donc à la fois on en a consommé, et puis moi je me suis amusé à en remettre dans le jardin pour voir ce que ça donnait. Donc c'est un ail d'hiver, ça j'en suis sûr, parce que j'ai essayé d'en planter au printemps et ça n'a rien donné. Et en fait il vient bien. Voilà, depuis 6 ans je fais le même ail. Alors il finit toujours avec la rouille, quasiment, sauf une année. Donc ça je vous avais fait une vidéo sur la rouille de l'ail qui attaque les feuillages. Donc c'est toujours de la rouille qui arrive en fin de cycle, qui ne pose pas beaucoup de problèmes. On a quand même toujours des têtes tout à fait correctes. Alors je reviens sur cette histoire d'ail acheté chez Leclerc, donc que j'avais replanté. Il faut quand même faire attention, et d'ailleurs ça m'avait étonné, puisque l'ail d'Argentine en général, comme il vient de loin, voilà, il transite par bateau, etc. Il y a un processus d'irradiation en fait sur les récoltes. Donc en fait, on les irradie, ce qui fait qu'on tue les germes, et donc après ils ne peuvent plus germer. Donc il faut quand même faire attention, hein, le fait d'acheter dans le commerce de l'ail. Privilégier peut-être l'ail bio, j'imagine qu'en bio c'est peut-être une pratique interdite, mais si vous achetez de l'ail conventionnel qui vient de loin, c'est fort possible qu'il ait été irradié, et donc ça ne germera pas, hein. Vous allez le planter, il ne va rien se passer. Alors la plantation de l'ail, vous l'avez vu, ce n'est pas compliqué.
par rapport à tout ce que vous pourrez lire dans les livres, sur internet ou par rapport à tous les conseils que vous pourrez trouver, moi j'insisterai vraiment sur la préparation de vos semences, que ce soit acheté ou à vous, peu importe. Donc vous sélectionnez des semences de qualité, sans pourriture, et vous n'oubliez pas de raccourcir, si besoin, la pointe qui est ici, pour éviter les dégâts des oiseaux, parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de revenir dans 3 ou 4 jours et de voir des têtes d'ail posées sur le sol. Alors nous sommes aujourd'hui le 2 janvier et je vais faire une première intervention ici sur la culture d'ail. Donc on voit que tout a bien levé. Voilà, là il y a bien levé, on a des belles lignes bien dessinées. Autour il y a pas mal de choses qui ont changé, hein. Les tomates ont disparu, on a eu des bâches qui ont été mises par-ci par-là. Et autre chose aussi, le paysage a changé puisque nous sommes en bord de marais. Ce sont des prairies inondables et on a en fait l'eau qui a monté, hein, comme très souvent les hivers. C'est tout à fait normal. Du coup, eh bien, on a le paysage ici qui a complètement changé. Ça fait comme un grand lac avec là-bas, on le voit, on a plein d'oiseaux, des oiseaux marins, on a des mouettes d'ailleurs qui arrivent, on a des échassiers, etc. Voilà, je préférais en parler tout de suite puisque je sais que beaucoup vont avoir des questionnements là-dessus. Par contre, sur la culture d'ail, je n'ai rien fait depuis la plantation. Alors bien sûr, j'ai quand même fait une chose que je n'ai pas filmée, c'est d'installer ce système de fil en fait, puisque les 3 jours qui ont suivi la plantation de l'ail, malgré que j'avais bien enterré les gousses d'ail, eh bien on a les merles en fait qui sont venus les déterrer. Ils m'en avaient déterré une bonne douzaine pendant les 3 jours qui ont suivi. J'ai eu de la chance puisque j'ai pu replanter les 3/4 des gousses d'ail dans les trous, hein, puisque l'oiseau en fait, c'est par curiosité, en fait, il vient tirer l'ail et puis il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir le manger, donc il le laisse tomber souvent juste à côté du trou. Mais voilà, il y en a 4 ou 5 que je n'ai pas réussi à retrouver le trou, quoi, donc je les ai éliminés. Et d'ailleurs, ça correspond à 4 ou 5 manques par-ci par-là, comme ici par exemple. On voit qu'on aurait dû avoir de l'ail, mais il n'est pas sorti tout simplement parce qu'il a été sorti par les oiseaux. Alors ce qu'on voit également, c'est que du coup il a beaucoup plu, hein. On voit que la terre est très tassée, hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que les prairies sont pleines là-bas, c'est parce qu'il a beaucoup plu là, cette fin d'automne, début d'hiver. Et résultat, la terre est tassée en surface, donc ça forcément c'est quelque chose qui n'est pas génial, hein. Ça c'est à cause de ce qu'on appelle l'effet splash en fait. Donc quand les gouttes d'eau tombent, elles déstructurent la matière en surface et elles projettent en fait les fines particules qui viennent se redéposer plus loin et ça fait comme une croûte, hein, ça fait comme une croûte de battance. Du coup, les pluies qui arriveront derrière s'infiltrent un peu moins bien. Alors néanmoins, dans le sol ici, je précise que même s'il pleut beaucoup, on n'a pas de flaques qui se forment et on n'a pas non plus d'écoulement. Malgré qu'on a l'impression là que le sol s'est refermé, en fait, il est très absorbant, hein. Ça reste un sol qui est très drainant, donc c'est pas trop grave là-dessus. Néanmoins, voilà, le sol s'est fermé et le sol il a besoin d'oxygène pour vivre et pour alimenter mon ail. Donc là, ce que je vais faire comme première intervention, c'est justement de venir biner en fait cette croûte pour ouvrir le sol en fait, hein, mécaniquement. Alors bien sûr, là, quand on voit ça, c'est un petit peu triste entre guillemets, hein, puisque là, on déstructure le sol. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, tout ce qui est ail, oignon, échalote, lorsqu'on les mène en culture traditionnelle, donc culture binée sur sol nu, ce sont des cultures qui sont plutôt destructrices du sol, de la structure du sol. Mais encore une fois, le potager et puis l'agriculture en général, c'est une question de rotation. Donc là, je détruis un petit peu, mais derrière, on aura d'autres choses. On aura des cultures pour lesquelles on apportera par exemple plus de fumier. C'est aussi le problème de ail, oignon, échalote, c'est qu'on n'apporte pas de matière organique souvent avant de les planter. Mais voilà, c'est vraiment sur l'ensemble de la rotation. Donc des plantes qui vont nécessiter plus de fumier, qu'on va moins biner, qui seront plus couvrantes, hein, parce que c'est le problème de ail, oignon, échalote, c'est que en fait, pendant toute la culture, le sol est agressé par le soleil et par la pluie. Donc oui, on déstructure le sol, mais sur 4-5 ans de rotation, eh bien, il faut faire le bilan à ce moment-là en fait. Et c'est là qu'on voit si on a bien travaillé ou pas. Est-ce qu'on a détruit le sol au bout des 5 ans de rotation ou est-ce qu'on l'a aggradé, hein, est-ce qu'on l'a amélioré ou est-ce qu'au minimum on a eu un impact, on va dire, neutre sur sa structure. Et c'est, je dirais, au moins ça qu'il faut chercher, c'est-à-dire pouvoir produire sans détruire, voilà, et avoir un impact neutre, ce qui permet au suivant en fait, de bénéficier
du même sol que vous aviez quand vous aviez commencé. Donc là, je vais attaquer le binage et je voulais encore parler d'une chose justement par rapport au binage. Dans le jardin, on parle souvent de binage, sarclage et il y a des gens qui ne savent pas trop faire la différence. Alors en gros, le binage, c'est justement pour chercher à casser la croûte, voilà, redonner une certaine structure au sol, permettre à l'eau de mieux rentrer, à l'oxygène de mieux rentrer, etc. Ça, c'est vraiment l'objectif du binage. Mais forcément, puisqu'on va utiliser un outil là, et qu'on va gratter le sol, on va avoir un deuxième effet qui se coule qui va être de désherber. Parce que forcément, là, quand je vais venir biner, en fait, entre mes rangs, je vais venir ici casser ces petites plantules là. Et du coup, ça va avoir donc cet effet désherbant. Mais mon objectif premier ici, c'était quand même de biner, c'est-à-dire de casser la croûte du sol. Alors que le sarclage, l'objectif premier, c'est justement de désherber. Mais il y a un deuxième effet qui se coule au sarclage. Comme on utilise un outil pour gratter le sol, forcément, on va aussi casser la croûte du sol. Donc on comprend que binage et sarclage, c'est quand même très proche. Mais on a voilà, un but premier, binage, redonner de la structure au sol, sarclage, enlever les mauvaises herbes. Et du coup, on a des outils différents. Donc moi, je vous avais déjà montré que pour sarcler dans ma terre ici, le mieux, ce sont les outils à lame. Hein, je vous ai montré ça. Et pour le binage, moi, j'utilise plutôt un outil à dents. Avant toute chose, je vais vous épargner un truc. Donc je vais retirer mes ficelles, mes piquets, et je vais encore ramasser les cailloux là qui ont été lavés par les pluies, justement. Je vais profiter de ça. Alors, comme je vous ai dit, dans mon sol, le mieux pour biner, ce sont les outils à dents. Et dans la majorité des sols, quand même, ça fonctionne bien, puisque même si votre sol, justement, est caillouteux, typiquement, ce sont plutôt des outils à dents qu'il faudra utiliser, même pour le sarclage. Les outils à lame dans les sols caillouteux, c'est pas génial. Donc moi, j'utilise cet outil-là, hein, c'est pas vraiment pour faire de la pub, c'est les outils Multistar de chez Wolf. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi je les trouve souvent en vide-grenier, on arrive à en trouver. Alors des fois vous trouvez les manches, des fois vous trouvez les outils comme ça tout seul, etc. Et puis à la fin vous arrivez à bien vous équiper. Et en fait le truc c'est que moi ce que j'aime bien c'est leur griffe justement chez les outils Wolf. C'est la géométrie de la griffe. Alors je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais la géométrie, la longueur des dents, l'écartement des dents, etc. Dans le travail, en fait, moi, je trouve que ça marche bien, en tout cas dans mon terrain, avec mes manières de faire. Comme d'habitude, on travaille à reculons pour éviter de tasser la terre qu'on vient de détasser. Ça serait dommage. Voilà, donc je vais essayer de travailler 2 rangées à la fois. Alors attention quand même avec tout ce qui est ail, oignon, échalote, avec les outils à dents, on a vite fait en fait justement avec la dent là, qui part sur le côté, de venir agripper les racines sous la plante et du coup de tirer l'ail dehors, donc ça serait dommage. Donc ne pas s'approcher de trop près, il ne faut pas vouloir travailler trop vite non plus. Voilà, voilà, donc c'est un binage standard. Hein. Et vous voyez l'avantage c'est que j'envoie quelques mottes en fait là au pied de l'ail en fait. Et comme d'habitude, ça va participer aussi au désherbage, ça, c'est-à-dire sur le rang. Il y a des mottes là qui tombent en fait entre les plants d'ail. Et du coup, on enfuit un petit peu ces petites plantules hein, qu'on a vues tout à l'heure. Donc c'est très bien, elles étaient vraiment au bon stade, très jeunes. Donc là, elles se font enfuir et elles vont avoir du mal à repousser. Parce que là, en plus, on est dans la mauvaise saison. Donc c'est pas vraiment la saison de pousse des mauvaises herbes. Et justement, je voulais revenir là-dessus. C'est aussi l'avantage de l'ail d'hiver sur l'ail de printemps, c'est qu'on le plante à une période où en fait les mauvaises herbes ne poussent pas. Ce qui fait que vous voyez là, mon ail, je n'ai rien fait depuis la plantation. Et lui, il a bien poussé, alors que les mauvaises herbes, c'est rikiki quoi. Et du coup, on n'a pas d'intervention à faire sur l'ail avant qu'il n'atteigne une certaine hauteur, c'est-à-dire celle-ci, où on voit bien les rangs, où on n'a pas de risque d'agripper l'ail. Alors qu'au printemps, quand vous plantez l'ail, alors ça dépend, hein, normalement ça se plante quand même plutôt en février, mais souvent il y a des gens qui les plantent peut-être un peu tard, et alors là après c'est l'explosion des mauvaises herbes, et vous avez du mal à maintenir votre culture d'ail propre. Et donc là en fait la prochaine pousse des mauvaises herbes ça sera au printemps, mais mon ail d'ici le printemps, vous allez voir avec la vidéo, il sera super grand, et je n'aurai aucune difficulté à le maintenir propre, grâce à mes outils là, toujours avec le dos droit, des manches longs, et simplement par du binage, du sarclage, des légers butages, un petit peu comme je fais là en envoyant de la terre au pied de l'ail. Dans les régions où vous pouvez faire de l'ail d'hiver, eh bien moi je trouve que c'est sympa. Ça vous fait faire en plus un peu de jardinage. Là, vous voyez, on est le 2 janvier, à un moment donné où il n'y a pas grand chose à faire dans le jardin. Donc ça, après, ça dépend des régions. Hein. Si vous avez un sol déjà très argileux, ça va être difficile. Si vous êtes dans une région froide, ça va être plus difficile. Et puis si vous êtes dans une région froide et argileuse,
Bon, il faut peut-être éviter l'ail d'hiver. Je précise aussi une chose, c'est que c'est déjà arrivé certaines années où le début d'hiver était plus doux que ça. Là, en début décembre, on a eu plus d'une semaine en fait autour de 0 degré. Du coup, là, il n'a pas beaucoup poussé hein, puisqu'il faisait froid. Donc, il est relativement petit. C'est déjà arrivé en fait que ce que je suis en train de faire là, je le fasse 15 jours plus tôt. C'est-à-dire que l'ail avait cette taille-là 15 jours plus tôt. Donc ça dépend des années, hein, ça dépend de l'ensoleillement, des températures. Est-ce que le sol arrive à se réchauffer, etc. Bon, bah, cette année, c'était pas trop le cas. Le sol est resté plutôt froid. On va quand même regarder le résultat du binage de plus près. Donc on a bien cassé la croûte de surface. On aura une meilleure pénétration de l'eau et de l'air, ou on va dire même un meilleur échange eau-air entre le sol et l'atmosphère, hein, puisque le sol aussi, lui, renvoie des gaz et renvoie de l'eau hein, à l'atmosphère. Donc un meilleur échange. On a donc bien biné l'inter-rang. Et en plus, on a envoyé de la terre ici, sur les rangs, au pied de l'ail, et on a enfui une grande quantité de mauvaises herbes. Alors forcément, on en a encore quelques-unes comme ça, mais nous sommes à une période où elles ne vont pas pousser très vite, elles seront désherbées à la prochaine intervention. Alors nous sommes aujourd'hui le 24 janvier et je vous fais une vidéo que j'aurais bien aimé ne pas vous faire puisqu'on a eu des ravages sur la parcelle d'ail, on va regarder ça. Normalement, il n'y avait pas d'intervention à faire, hein, ça poussait très bien. On voit par exemple là, notamment sur la gauche, bah, toute la culture ressemblait à la partie gauche. Hein, donc on a l'ail bien érigé qui continue à pousser hein, par rapport à la dernière fois. Mais là, ce matin, en venant voir, j'ai vu des dégâts que je n'avais jamais connus sur une culture d'ail. Donc on voit ici des feuilles découpées et on voit ici donc l'ail qui a été sectionné. Donc aucun bulbe n'a été sorti. On a énormément d'ail là sur la droite, hein, on voit il manque pas mal, hein, il manque presque un tiers maintenant de la culture. Au début, je ne savais pas du tout ce que c'était, puisque ça pourrait être par exemple des oiseaux, hein, encore une fois, qui sectionnent et qui laissent tomber les feuilles. Mais j'ai quand même remarqué qu'il manquait les feuilles. Hein. Globalement, il y a très peu de feuilles posées au sol, une grande majorité a été emportée. Et au moment où je m'apprêtais justement à remettre un dispositif là, des faroucheurs à oiseaux, j'ai vu un truc là, sous la bâche. J'ai vu un truc qui m'a interpellé. On va aller voir ça. Alors, voilà. Donc, visiblement, ce n'est pas un oiseau, c'est plutôt une bestiole de type rongeur qui nous a fait des petites provisions d'ail sous la bâche. Voilà. Donc clairement, là, c'est un rongeur, type mulot ou campagnol. Je pencherai bien sur le campagnol. Donc, je vais déjà commencer par retirer cette bâche-là pour mettre à découvert l'animal. Et je vais espérer qu'il s'arrête là en fait. Hein. Alors au niveau de l'ail, ça va quand même porter un coup. Hein. C'est-à-dire que là, on a une perte de rendement puisque l'ail s'était épuisé à faire du feuillage. L'animal l'a sectionné. Bon, on va continuer, hein, on n'a pas le choix. On ne va pas détruire la culture. Ça fait quand même un peu mal au cœur parce que encore hier, je regardais la culture, elle était parfaite. Hein. Ça a été fait en une nuit. Voilà, donc maintenant, vous avez un exemple hein, d'ail sectionné par un rongeur. Ça existe, il faut faire attention. Là, on voit encore des petits tas. En plus, il n'a absolument rien mangé. Il a juste coupé et fait des tas. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas si c'est pour manger, en fait, ou si c'était juste pour me faire chier. Sincèrement, là, on peut se poser la question. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, soit une semaine après le début des dégâts. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en une semaine et aussi qu'est-ce que donne l'enquête, hein, puisque on commence à comprendre un petit peu qui est l'individu qui nous a fait ça. Et ce ne sont pas les rongeurs auxquels je pensais dans la séquence précédente. Donc la semaine dernière, ce que j'ai fait, après la séquence vidéo, j'ai retiré la bâche de droite. J'avais retiré un petit peu la bâche là-bas au fond, mais je n'avais pas encore enlevé la bâche de gauche qui venait, donc on le voit là, jusqu'ici à peu près. Celle-là était encore en place. Et le lendemain matin, j'arrive sur les lieux et je me rends compte que l'animal a continué ses méfaits. Aujourd'hui, on est sur bien plus de 50% des têtes d'ail qui ont été sectionnées. Donc le lendemain, j'arrive, je vois ça et je me rends compte que du coup,
il n'y avait pas de petit tas fait à droite puisqu'il n'y avait pas la bâche, mais, et je l'ai laissé ici, voilà, ça c'est le petit tas qu'il a fait, donc le soir même, hein, le soir de la vidéo, donc sous la bâche qui était restée ici. Donc le lendemain, je décide également de retirer la bâche de gauche. Et j'ai laissé le tas en place, et on voit d'ailleurs que depuis une semaine, eh bien, le tas est toujours là. Et l'animal, on voit bien qu'il fait des petits tas, mais en fait, il ne mange pas ces petits tas, hein. C'est un animal donc, qui visiblement a l'habitude de faire des provisions. Autre chose, lorsque j'ai retiré les bâches, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces petits tas de feuilles d'ail étaient tous positionnés sur les 20 premiers centimètres en bord de bâche. Ils n'étaient pas au milieu de la bâche, hein, ils étaient vraiment ici sur une bande de 20 centimètres. Et ça, en fait, ça exclut complètement la culpabilité d'un rongeur de type mulot ou campagnol. Parce que si ça avait été un mulot ou un campagnol, en fait, ces petits tas, ils auraient été faits beaucoup plus profondément sous la bâche, bien à l'abri, parce que là, l'animal, quand il est à ras de la bâche, il n'est pas à l'abri des chats, par exemple. Et les campagnols et les mulots, lorsqu'ils vont se glisser sous une bâche, ils ne s'arrêtent pas aux 10 premiers centimètres, hein, ils vont beaucoup plus profond. Et je dirais même que tous ces petits tas d'ail en fait, auraient été faits dans leur galerie. Normalement, je n'aurais même pas dû les retrouver. On a plutôt ici affaire à un animal qui utilise la bâche, le bord de bâche, comme une cachette. L'animal ne s'est pas engouffré sous la bâche lui-même, il a simplement poussé avec ses pattes les petits tas d'ail en fait, sur les 10-15 premiers centimètres en bord de bâche. Et je vous avais dit que ça se passait la nuit, mais pas forcément. En fait, moi, je ne vis pas à côté de ma culture d'ail, hein, je ne dors pas à côté, donc ça peut se passer le soir et ça peut se passer aussi très tôt le matin, hein, le moment où en fait tous les animaux sont actifs, hein, très, très tôt le matin. Donc on n'est pas forcément sur un animal nocturne, et donc un rongeur potentiellement diurne qui fait des petits tas. Eh bien là, on est sur de l'écureuil, hein, on est clairement sur de l'écureuil. Et il faut savoir que encore le surlendemain, donc par rapport à la dernière vidéo, une fois que j'avais retiré toutes les bâches, je suis arrivé le matin pour voir les dégâts. Et qu'est-ce que je vois en fait à peu près 15 mètres plus loin, là-bas dans l'herbe, qui sautillait, tic, 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 et qui rejoignait la haie là-bas. Eh bien, un petit écureuil roux. Alors, je précise encore une autre chose par rapport aux rongeurs type mulot et campagnol. Si je me suis aventuré en fait à faire une culture d'ail au milieu des bâches, c'est parce que j'étais persuadé, et en fait je reste persuadé, que les campagnols et les mulots ne s'attaquent pas à l'ail. Les campagnols et les mulots peuvent être dérangeants simplement lorsqu'ils font des galeries en fait dans la culture et qu'ils vont bouger l'ail, ça peut être dérangeant, mais ils ne mangent pas l'ail. D'ailleurs, on utilise même les décoctions d'ail pour faire fuir les mulots, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature. Donc voilà, ça exclut complètement ces deux animaux-là, mais on est plutôt sur un coup de pas de chance là, hein. On est sur un écureuil qui a eu besoin de satisfaire son besoin de faire des réserves et qui a jugé que c'était sympa de venir couper mon ail et d'en faire des petits tas. Et je ne suis même pas sûr que l'écureuil mange l'ail. Je n'en suis même pas sûr. On est vraiment juste sur un individu qui a un comportement un petit peu bizarre là cet hiver et qui a décidé de faire des petits tas d'ail. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver à vous si vous avez des écureuils près de chez vous, mais en tout cas, voilà, moi maintenant je sais que j'ai un écureuil comme ça. Les années futures, ce que je ferai, c'est un petit peu ce que je viens de faire là. Je disposerai des effaroucheurs très colorés, éventuellement des CD, des trucs lumineux, des choses auxquelles l'écureuil ne va pas être habitué le reste de l'année. Et ça, je pense que ça suffira à l'interpeller, et puis il restera assez loin en fait de la parcelle d'ail. C'est simplement ça que je vais faire les années suivantes, hein. L'écureuil continuera à faire sa vie. Nous sommes samedi 11 février et on fait simplement un point sur la culture. On n'a toujours pas d'intervention à faire, mais je voulais vous montrer que l'ail, hein, comme prévu, il repousse, hein, comme les racines sont en terre. Les feuilles ont repris 2-3 cm et on voit les lignes qui réapparaissent. Donc ça aurait été une bonne frayeur. L'animal n'est pas revenu depuis la dernière vidéo. Hein, j'ai laissé mon petit système d'effaroucheur là, hein, pour justement éviter d'avoir des attaques sur l'ail. Et voilà, c'est reparti. Donc toujours pas d'intervention. Nous sommes au mois de février. Les mauvaises herbes ne poussent pas. Hein, on voit par-ci par-là du mouron qui a repris racine, mais il fait trop froid pour lui. Donc voilà, pas d'intervention pour l'instant. On voit les turicules. On voit quand même que ça travaille dans la terre et que l'ail pousse lentement mais sûrement.
Nous sommes aujourd'hui le 16 mars et je vais effectuer un sarclage sur la parcelle d'ail. Donc aujourd'hui je vais retirer ma protection, là ça y est c'est terminé, plus besoin. À côté, si vous vous posez la question, c'est simplement une plantation d'oignons en fait qui a eu lieu. Donc pareil, j'ai mis un petit peu de quoi protéger pour éviter que les oiseaux viennent tirer les têtes. Et entre la parcelle d'oignons et d'ail, il y aura de l'oignon semence. Voilà, ce sont des gros bulbes d'oignons de l'année dernière qui nous feront des fleurs en fait sur toute la ligne. Mais on revient à notre ail. Donc on voit que la texture de sol a été un petit peu tassée, forcément, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention depuis la dernière fois. Donc bien, il y a eu les agressions de la pluie, du gel également surtout, parce qu'on a eu un mois de février très peu pluvieux. Mais on a eu pas mal de gel, des gels, ça déstructure un petit peu le sol en surface. Donc c'est pas très joli. Et on a bien sûr les mauvaises herbes qui arrivent, donc on va faire d'une pierre deux coups. On va détasser tout ça et sarcler les petites herbes, parce que là le 16 mars en fait on le sent, hein, la nature est en train de repartir, hein. Donc tout ça, ça va exploser maintenant. Donc on va s'en occuper. Voilà, donc comme d'habitude, le sarcloir oscillant. Et on vient gratter au plus près, sans couper les têtes d'ail. Voilà, alors en fait l'idée ce serait plutôt de les faire deux par deux. En essayant d'accrocher quand même au plus proche les mauvaises herbes, proche des collets des plantes. Donc pas besoin de vouloir aller trop vite, hein. Il vaut mieux prendre un petit peu son temps et aller décrocher les choses, les mauvaises herbes au pied de l'ail. Comme ça évitera de venir se baisser, se pencher plus tard. Alors là, je vais vous montrer un truc, vous voyez. Donc dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne me suis pas baissé. Et lorsque je travaille, en général, ce que je fais justement pour éviter d'avoir à revenir. Donc là, tout est nickel, tout est impeccable. Et là, par exemple, vous voyez, on a ce cas de figure, donc on a un petit plant d'ail, et vraiment collé contre le collet, on a ici une graminée. Ça, en fait, au mois de mars, ça va très vite, hein. Ça va pousser très vite. Donc ça, en fait, plutôt que d'attendre le prochain passage, moi, ce que je fais, c'est que, en général, voilà, je me baisse. Donc j'ai mon outil en main, hein, dans la main droite, et avec ma main gauche, hop, je me baisse, j'attrape ça, et puis je le jette plus loin, quoi. Ça paraît bête, mais en fait, quand on intervient au bon moment, vous voyez, je l'ai tiré avec deux doigts, ça vient tout seul. Mais 3 semaines plus tard, en fait, ce truc-là, ça aurait énormément poussé, ça aurait fait un bon gros système racinaire au pied de l'ail, donc l'ail aurait été gêné dans sa pousse, et j'aurais eu beaucoup plus de mal à venir l'attraper. Donc c'est des petits détails comme ça, mais vous voyez, j'ai déjà biné plus de la moitié là, la moitié de la parcelle. Et voilà, je me suis baissé une fois, mais c'était une fois où ça valait vraiment le coup, quoi. Aïe! Voilà, ce qui devait arriver arriva, donc j'en ai coupé un. Donc c'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite. Mais ça fait aussi partie un peu du jeu, hein. Il y en a toujours un ou deux qui se fait couper dans l'année. Donc vous voyez aussi un petit truc là, donc j'ai un manche très long, hein, je vous avais expliqué pourquoi, ça permet de travailler le dos droit, mais ça permet aussi de commencer là. Vous voyez, je commence en bout de manche, et au fur et à mesure que je viens, en fait je fais glisser mes mains, vous voyez, le long du manche, pour finir comme ça. Regardez, je pars comme ça, et ça m'évite de bouger mes jambes à chaque mouvement. Parce que si à chaque fois que je reviens, je fais un coup en arrière, je dois mettre un coup en arrière avec mes pieds, sans regarder derrière moi, là c'est un petit peu étroit, et là je vais tout flinguer, quoi, hein. Je vais marcher sur tout le monde. Donc vous voyez, en fait, vous allez voir là, je me place, voilà, je recule une fois, top, je m'arrête, je me mets donc en bout de manche. Donc déjà je fais en sorte de reculer voilà, la longueur de mon manche, et j'attaque là dans la ligne, voilà. Voilà, et là plus je me rapproche, plus
j'avance sur mon manche, mais moi mes jambes ne bougent pas. Je ne risque pas d'aller écraser mon ail en reculant. Voilà, et je finis au bout de mes pieds. Vous voyez, là par exemple, je peux finir là. Voilà, au bout de mes pieds. Et là maintenant, hop, je me déplace. 1, 2, voilà. Je laisse mon engin là sur au bout de mon travail. Donc là, comme ça, j'ai la bonne mesure. Voilà, c'est bon. J'ai reculé suffisamment et j'y vais. Et de 2, voilà, j'ai coupé le deuxième. C'est aussi pour ça que il faut limiter en fait au maximum le nombre d'interventions sur la culture, parce qu'à chaque intervention, eh bien, ce sont potentiellement des têtes d'ail qui sont coupées. Vous voyez. Donc si vous grattez le sol pour gratter le sol toutes les semaines, vous allez flinguer pas mal de têtes d'ail, quoi. Là, depuis la plantation, ben voilà, j'en ai coupé 2. Et puis tant pis, quoi. Ah, pareil, là, vous voyez, je vois une graminée vraiment qui pousse contre mon ail. Ici, je n'arriverai pas à aller la séparer avec mon outil. Donc voilà, pour la deuxième fois, je me baisse et je l'attrape très facilement. Alors que dans 3 semaines, elle sera beaucoup mieux implantée. Et je la jette dans l'herbe. Et voilà. Donc là, allez, on va dire qu'il y en a eu pour un quart d'heure. Si on enlève les moments là où je me suis arrêté pour vous causer, j'en ai eu pour un quart d'heure. Ça vous donne une petite idée. Et donc, le résultat, eh bien, ce sont 2 têtes d'ail coupées, mais un seul décrouté, les mauvaises herbes désherbées. Et donc, eh bien, tous les survivants, là, ils vont mieux pousser. Voilà, donc les 2 qui ont eu la tête coupée, finalement, se sont sacrifiés pour tout le monde. Mais si j'avais pris une petite minute de plus pour m'appliquer, j'aurais sauvé 2 têtes d'ail. Nous sommes le 8 avril et je vais effectuer une opération sur la culture d'ail avec le petit buteur sillonneur ici. Donc l'objectif, ça va être de décrouter un petit peu la terre, puisque encore une fois, suite à la dernière vidéo, on a eu quelques pluies, donc ça a un petit peu eu tendance à tasser la terre en surface, puisque j'ai une terre plutôt limoneuse. Donc ça va avoir cet effet là, et surtout on va envoyer de la terre sur le rang, c'est-à-dire entre les plants d'ail, là où c'est le plus difficile à désherber. Et par exemple, cette petite plante là va se retrouver enfouie sous de la terre, elle va se retrouver comme ça enfouie, et donc ça va l'empêcher de pousser, elle va très certainement crever. Donc toutes ces petites herbes là qui sont situées sur la ligne d'ail sera désherbée, et comme l'outil passe dans le rang, eh bien ça va aussi désherber le rang. Donc ça, ce sont des choses que je vous avais déjà montrées dans d'autres vidéos, par exemple dans la vidéo sur les poireaux, et je vous avais dit justement que tout ce qui était ail, oignon, échalote, le coup de buteur en fait c'était pour désherber. On n'a pas vraiment d'intérêt à buter ces récoltes-là comme on buterait des pommes de terre, mais on les bute pour désherber. Donc voilà, je ne vais pas répéter tout ce que je vous avais déjà dit. Et donc ce sera l'opération d'aujourd'hui. Alors la culture se porte globalement bien, mais c'est vrai que on est encore dans une période un petit peu fraîche. On a un début de mois d'avril plutôt frais par rapport à d'habitude. On n'a pas eu beaucoup de pluie, on a eu juste quelques pluies après la dernière vidéo, et puis après là ça fait 15 jours qu'on n'a pas vraiment de pluie. Hier on a eu une micro-pluie, mais ça n'a pas vraiment mouillé grand chose. Bon, la saison reste fraîche, etc., donc ça ne sèche pas beaucoup, mais on a un petit manque de minéralisation quand même, justement parce qu'il fait frais. Donc l'ail pousse lentement mais sûrement, donc ça va bien. On peut regarder également là les oignons semences qui ont bien poussé depuis la dernière vidéo, les petits oignons bulbi qui poussent également, et là on a 3 rangs d'échalotes qui ont pas trop mal poussé. Donc ça se passe bien et on va faire cette petite opération. Alors on va quand même regarder un petit peu ce sol en détail, puisque c'est vrai que comme ça c'est pas très joli, c'est tout tassé. Parce que eh bien, le limon, lorsqu'il ramasse des pluies, il se tasse, puisque les turicules de vers de terre, tout ça, qui sont faits, on va dire, à base de limon, sont beaucoup plus fragiles que des turicules faits à base d'argile. Et donc ils disparaissent très rapidement. Donc on va regarder un petit peu, on va se mettre au milieu de la parcelle, on va soulever un peu de terre, puisque là on pourrait se dire, oh là là, c'est pas joli, mais en fait dès qu'on soulève une motte de terre, on voit qu'on a cette fameuse texture grumeleuse. Ici, on l'a partout.
c'est vraiment juste pas joli sur 2-3 mm là en surface, hein, c'est la partie qui voit les UV notamment. Donc ça, c'est pas très bon pour le sol, hein, je vous l'avais dit. Cette culture d'ail sur terre nue, c'est un petit peu, ça déstructure un petit peu le sol. Hein, je rappelle quand même que le sol là, il est à l'air libre depuis le mois de novembre. Hein. Mais voilà, ça reste un sol tout à fait vivant, regardez. Donc ça a été biné la dernière fois et on a déjà des turicules par exemple. Et on a de la vie, hein, qui a refait de la petite porosité. Et souvent, on trouve aussi des turicules qui sont en fait en dessous des mottes. C'est-à-dire que les vers de terre ne vont pas forcément poser les turicules sur le sol. Ils viennent les poser en fait juste en dessous des mottes, puisque c'est suffisamment aéré pour eux. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les turicules que vous n'avez pas de vers de terre. Hein. Encore une fois, ici les turicules, regardez ici, il a été lavé par la pluie, celui-ci. Depuis la dernière vidéo, il a été posé sur le sol et lavé par la pluie, donc ça ne ressemble plus vraiment à un turicule, ça par exemple. Mais on a des turicules en dessous de ce sol, très grumeleux, très aéré, et donc on a de la vie, quoi. Là par exemple, là au bout de mon pouce, ça c'est un turicule qui a été fait dans le sol. Donc on va continuer à travailler légèrement en surface, ce qui permet d'épargner les vers de terre. Et donc là, on va envoyer la terre sur le rang. Et donc vous comprenez aussi une chose, c'est que si je fais cette opération seulement maintenant, c'est aussi une question de hauteur de plan. Hein, c'est-à-dire que quand mon ail était grand comme ça, j'aurais enterré mon ail, donc ça n'aurait pas été une bonne idée. Alors que là, aucun problème. Les 4 premiers centimètres ici peuvent tout à fait être ensevelis dans cette terre légère. Je n'enfuis pas de feuillage, quoi. L'ail ne voit pas la différence en fait. Voilà, donc la première ligne. Bon, alors là, je suis allé chercher le gros buteur sillonneur en fait, parce que je me rends compte que ça ne va pas être pratique. Hein. Au début, je voulais passer en fait de part et d'autre de chaque rang. Mais en fait, ce n'est pas pratique parce que mes rangs sont quand même globalement serrés. Et avec ce buteur-là, je vais pouvoir en fait envoyer de la terre à droite et à gauche en un passage. Donc ça me fera moins de travail. C'est un petit peu plus lourd à tirer, mais ça me fait, voilà, ça sera un petit peu moins long. Donc je prends le gros et je fais donc ce même travail et j'envoie tout de suite la terre à gauche et à droite. Alors qu'ici, vous voyez, j'avais envoyé la terre uniquement d'un côté. D'ailleurs, je repasserai à la fin cet outil-là pour bien renvoyer de la terre ici et faire les 2 rangs d'un coup. Voilà, je pensais faire autrement, mais en fait, ça va bien. Mes espacements étant globalement bien respectés tout le long. Voilà, avec cet outil-là, je fais tout d'un coup. Donc là, ça va vite, hein, avec un outil comme ça, bien adapté. Là, si on regarde, je vais vous dire en combien de temps je fais une ligne. 40 secondes. Vous comprenez pourquoi j'accepte en fait d'avoir la terre à nu pour ce type de culture, parce que c'est très chiant à désherber. Mais quand on s'est bien organisé, vous voyez, ça va très vite. Alors on a l'impression que je suis en train de jouer à l'équilibriste, hein, mais je rappelle que quand mon outil est comme ça dans la terre, en fait ça me fait un 3e point d'appui. Vous voyez, j'ai mes 2 jambes. Bon, je suis un petit peu en déséquilibre puisqu'elles sont sur la même ligne, mais j'ai un 3e point d'appui, quoi, donc ça fait un peu un tabouret, donc je ne peux pas tomber. Voilà, si vous voyez là, j'arrête de travailler, je me déplace, donc j'ai mon point d'appui, et à ce moment-là, je me mets sur mes 2 appuis et je tire. Hein, si vous avez des petits problèmes d'équilibre, n'essayez pas de reculer en même temps que vous travaillez, vous allez finir allongé dans l'ail. Et voilà, donc hors caméra, je referai la première ligne avec le gros buteur, mais ça a été vite fait. Donc là, il est reparti là pour quelques semaines. Donc on voit que l'inter-rang est désherbé et sur le rang, c'est également désherbé. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai et je vais intervenir sur la culture d'ail.
Alors on va déjà regarder à quoi ça ressemble. Donc depuis la dernière séquence, on voit que ça a bien poussé parce qu'on a eu l'arrivée de l'eau. Hein. On avait une petite période entre guillemets de sécheresse avant la dernière séquence et il faisait encore un petit peu frais. Et puis surtout, ça s'appelle le printemps en fait. Hein. Donc en fait, on a eu de l'eau et de la chaleur. Donc là, il a bien poussé. Alors depuis la dernière séquence, je précise, je n'ai rien fait, c'est l'objet de ces vidéos où je suis les cultures du début à la fin. Je documente absolument toutes les interventions. Donc on peut voir qu'on a certaines plantes qui ont repris racine, comme celle-ci, cette petite graminée. Voilà, ça c'était des plantes qui étaient à la dernière intervention, qui étaient à l'état de plantules et qui ont réussi à reprendre racine, puisque on avait eu un retour des pluies quelques jours après le sarclage. Et on a également quelques nouvelles plantes, voilà, des plantules qui poussent depuis ce dernier sarclage, qui ont donc commencé à pousser, c'est normal, encore une fois, c'est le printemps. C'est une culture qui est quand même très 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 propre. Et comme on va venir récolter l'ail dans un mois et demi, on pourrait très bien ne pas intervenir et ne rien faire jusqu'à la récolte. C'est suffisamment propre pour que l'ail finisse son cycle. Mais quand même, il y a deux choses. Toutes ces petites plantules, et notamment là ces graminées, dans un mois, en fait, elles vont être 10 fois plus grosses. En fait, ça va être beaucoup plus sale. Là, ça paraît propre. Mais ce sera vraiment tapissé de mauvaises herbes. Et le problème, c'est que si à ce moment-là, on a une année comme 2021, où justement ça ne sèche jamais et que le soleil a du mal à sécher le pied de l'ail, et toute cette végétation verte au moment de la récolte de l'ail, le problème c'est que ça entretient une humidité qui est néfaste en fait au bon séchage de l'ail justement, et derrière pour sa conservation c'est pas très bon, on aurait beaucoup de pourrissement, etc. On va intervenir pour maintenir l'ail propre et avoir une fin de culture où l'ail, le pied de l'ail verra le soleil pour sécher. Voilà, ça c'est la région qui le veut, parce que si on a une année où il pleut un petit peu, c'est la Bretagne quand même. On n'est pas c'est pas l'ail de Lautrec. Ici, on a plus de difficultés à sécher les récoltes. Donc, on va se donner toutes les chances pour le faire, c'est-à-dire ne pas avoir de plantes vertes qui tapissent le pied des plants. Et l'autre raison qui fait que je veux intervenir et veux maintenir ma culture vraiment très propre jusqu'au bout, c'est que le jour même ou le lendemain de la récolte, j'implanterai tout de suite une culture derrière l'ail. L'idée, c'est à peine l'ail sorti, tout de suite derrière, hop, on occupe le terrain et on couvre le sol. Et du coup, si je garde mon sol nickel sous mon ail, le jour où je tire mon ail, eh bien mon sol, en gros, il est nickel. Et en un ou deux coups de râteau, je fais mon semis. Donc en fait, en intervenant aujourd'hui et en éliminant ces petites plantules-là, en les empêchant de devenir grandes, eh bien en fait, je me facilite le travail dans un mois et demi, le travail d'implantation de la culture suivante. On n'est plus à un coup d'outil près, en espérant que ce soit le dernier. Donc ça dépend de la pluviométrie d'ici la récolte, mais on pourrait imaginer que ça sera peut-être le dernier coup d'outil. Et la culture sera impeccable et la récolte sera facilitée avec de l'ail qui pourra bien sécher à sa base. Alors aujourd'hui, ce sera un travail au sarcloir oscillant dans l'interrang, puisque entre l'ail, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est relativement propre. Si jamais je vois quelques plantes qui ont repris racine ou qui ont germé, je pourrais faire un petit décalage avec mon outil entre deux têtes d'ail. Voilà, mais je n'en vois pas beaucoup, donc il n'y aura pas beaucoup à intervenir sur le rang. On va se focaliser dans l'interrang. Et ce petit butage que j'avais fait la dernière fois, finalement, je vais le défaire en quelque sorte. Je vais venir vraiment au plus près de mon ail et je vais refaire tomber de la terre dans le rang. Voilà, parce que je vous l'avais dit, ce butage, il n'était là que pour des raisons de désherbage. Là, il n'a pas tiré de racines dans cette petite butte, je peux la défaire. Et ça, c'est une pratique du maraîchage même mécanisé. Les carottes, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que la machine, elle envoie de la terre au pied des carottes, ça désherbe, et puis le passage d'outil suivant, c'est un débutage en fait. On bute, on débute, on bute, on débute, et ça permet toujours de maintenir le pied des légumes propre lorsqu'on travaille comme ça en ligne. Voilà, par exemple là, le sénesson, hop, je le fais tomber,
voyez, la terre par gravité finalement retombe dans l'interrang. D'ailleurs, c'est un des avantages justement de l'ail, c'est que son feuillage reste dressé, droit, jusqu'à la fin de la culture. Ce qui fait qu'on peut intervenir très facilement avec des outils à manche sans avoir besoin de se baisser. Hein, ce qui n'est pas le cas par exemple des oignons ou des échalotes qui ont des feuillages plus retombants. Et là, il faut y aller avec une petite binette à oignon, hein, qui est une petite binette à main en fait, hein, c'est grand comme ça. Je vous montrerai ça un jour. Toujours lorsque je vois une petite graminée, vous voyez, c'est la deuxième fois depuis le début du travail, trop proche de l'ail, hein, pour pouvoir y aller avec un outil, je l'arrache et puis là, hop, l'avantage c'est que je peux la jeter sur le paillage, elle va sécher. Donc comme d'habitude, hein, vous voyez, je travaille comme je vous ai montré la dernière fois. Le manche devient de plus en plus court jusqu'à mes pieds. Je pose mon outil, je prends appui, ce qui fait que je ne peux vraiment pas tomber, hein, je ne peux pas perdre d'équilibre. Voilà, j'ai un appui au bout des bras, je me mets à longueur de manche et je reprends. Hein, j'ai eu une question là il y a peu sur justement les personnes s'interrogeaient sur le manque de chemin en fait et de passe-pied dans mes cultures, notamment la culture d'oignons de l'année dernière. Et bien voilà comment je fais. Hein. On a 30 cm entre les plants d'ail, pareil pour les oignons, donc largement de quoi passer des bottes. Et après, avec des outils, on peut se tenir en équilibre. Tout l'objet, hein, de ces vidéos, c'est de vous montrer que lorsqu'on a compris certains principes, hein, et notamment les principes du sarclage, le jardinage on va dire à l'ancienne qui fait peur à beaucoup de monde, hein, par rapport à la corvée de désherbage, on se rend compte que c'est pas grand chose, hein, en termes de temps, en termes de difficulté. Je veux dire, j'ai travaillé debout depuis le mois de novembre, mais voilà, il faut comprendre ce qu'on fait, avoir les bons outils, intervenir au bon moment, hein, donc plutôt avant une période de sec pour que les mauvaises herbes qui sont sarclées sèchent. Voilà, choisir le bon outil pour la bonne intervention, etc. Ne pas se laisser déborder, hein, puisque si j'avais sauté un sarclage dans cette vidéo, en fait, à un moment donné, j'aurais dû intervenir sur des plantules grandes comme ça. Et là, on ne peut plus le faire avec ce type d'outil. Ça aurait été beaucoup plus pénible. Là, il aurait fallu travailler avec un outil de type une petite binette, quoi, et il aurait fallu se courber, il aurait fallu arracher les plantes, etc. Ça aurait été pénible, en fait. Et voilà pour aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 mai. On va faire un petit point là sur la parcelle d'ail. Donc je vous dis quand même ce qu'il s'est passé depuis la dernière vidéo, hein, pour comprendre un petit peu justement la parcelle. Donc suite au dernier sarclage, on a eu 2-3 jours de sec, ce qui a bien permis aux mauvaises herbes de sécher. Donc ça c'était vraiment bien, c'était un sarclage qui avait été bien placé. Ensuite on a eu une petite période humide. Alors on n'a pas eu des grosses quantités d'eau, mais c'est tombé un petit peu régulièrement. Et surtout, il a fait relativement froid pour un mois de mai. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a eu des problèmes de levée sur les haricots et sur les maïs. Alors, pas de problème, ça va quand même fonctionner. Mais voilà, on a eu une période, on a eu un petit peu peur, on va dire. On avait la parcelle qui notamment était couverte de limaces, voilà, parce qu'il faisait un temps à limaces pendant quelques jours, en fait, juste au moment de la levée de ces plantes-là. Et là, on a rebasculé sur un temps pas tout forcément très chaud, hein. On a du 21 degrés là l'après-midi, donc c'est pas forcément très chaud, mais on a les vents d'est qui ont séché, hein, la terre. Donc là on a du mal à imaginer qu'il y a à peine 10 jours on avait la parcelle couverte de limaces. Là la terre tout de suite elle a séché, hein. Donc c'est en surface, hein, qu'elle a séché. Quand on gratte on voit tout de suite que la couleur est plus foncée, donc c'est vraiment en surface. Et donc tout ça cumulé fait qu'on a eu très peu, voire pas du tout de mauvaises herbes qui ont levé dans la parcelle d'ail, hein, puisqu'au moment où on a eu un peu d'eau, il faisait très froid et on a basculé d'un coup d'un seul sur du sec. Alors on a quand même 2-3 choses ici par exemple, voilà des choses qui ont levé, là ici également, mais globalement on peut le voir, la parcelle elle est très propre.
et c'est tant mieux. Là, on a un truc qui a repris racine, donc je vais l'enlever parce que je le vois, mais s'il y en a d'autres, je ne vais pas aller leur faire la chasse. Voilà, donc une parcelle très propre. Donc là, on n'a pas besoin d'intervenir, hein. On n'a pas besoin d'intervenir et comme je vous disais, l'ail est récolté maintenant dans moins d'un mois. En plus, on ne nous annonce pas de pluie pour au moins une semaine, voire plus. Pour l'instant, on ne nous annonce vraiment pas de pluie. C'est juste pour vous donner une indication de la météo et c'est pas pour vous parler de la météo, c'est pour que vous compreniez ce qu'il se passe au niveau de la parcelle. Donc là, le sec ne va pas favoriser une nouvelle levée de mauvaises herbes. Et puis ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à force de faire des sarclages comme ça, en fait on fait comme des faux semis, hein. C'est-à-dire que je passe un outil, donc déjà j'enlève les mauvaises herbes, je chamboule un petit peu le sol, je remets certaines graines de mauvaises herbes, on va dire en condition de germination, elles germent, je reviens sarcler, donc je détruis ces mauvaises herbes, je remets d'autres graines en condition, etc. Et en fait au fil du temps, sur les 2-3 premiers centimètres, on déstocke en fait le stock de graines de mauvaises herbes, hein, puisque moi je ne travaille pas en dessous de 2-3 centimètres avec mes petits outils là. Donc en fait là, je n'ai quasiment plus de graines viables qui vont pouvoir germer, et encore moins dans les conditions qu'on nous annonce là de sec. Et puis en plus à ça, on peut ajouter la bâche qui était donc en précédent, c'était la culture de courge. Et rien que le fait d'avoir posé comme ça pendant 6 mois une bâche noire sur le sol, eh bien, ça avait déstocké déjà une partie des mauvaises herbes sur les premiers centimètres, hein, puisque les graines ont essayé de germer, mais comme elles étaient occultées sous la bâche, elles ont crevé. Et donc ça explique pourquoi finalement avec assez peu de passages, depuis le mois de novembre, on n'est pas passé non plus, j'ai pas passé mes journées ici sur la parcelle à désherber, eh bien on finit avec une parcelle très propre et une culture très très propre. Alors je tiens à préciser une chose quand même, je vous ai dit que je ne faisais jamais rien hors caméra, donc c'est vrai, je ne suis pas intervenu avec des outils ou avec quoi que ce soit sur la parcelle hors caméra. Il y a juste une chose que je fais régulièrement en passant voir mes cultures, etc. C'est ici en fait, à l'interface entre l'ail et l'herbe. Ce que je fais en fait, c'est simplement que je viens retirer. Vous voyez, par exemple ici, on a c'est un petit peu comme un stolon de fraisier. Vous voyez, ce truc-là va s'allonger et va aller se mettre en terre, et puis ça va prendre racine, et puis l'herbe en fait va coloniser la parcelle. Donc moi, ce que je fais régulièrement quand je passe, c'est que j'arrache ces trucs-là en fait. Tout simplement, ça par exemple, c'est venu depuis le bord. Voilà, vous voyez. Ça se présente comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement ça, c'est désherber régulièrement le bord, parce que là, c'est pas du semis. Autant le semis, on les détruit par sarclage, on a vu comment on fait. Autant ces trucs-là, ça va très très vite. Ça pousse très très vite. Un truc comme ça, ça pousse en une semaine à peine. Et puis la semaine d'après, ça prend racine. Donc très régulièrement, il faut tenir propre les bordures de parcelles. Alors nous sommes le dimanche 4 juin et on va jeter un coup d'œil à la parcelle d'ail. Alors depuis la dernière séquence, il faut noter qu'il n'a pas plu une seule goutte de pluie. Donc pour l'ail, ce n'est pas tellement un problème, encore une fois, pour cette fin de cycle, c'est important justement d'avoir des périodes un petit peu sèches au moment où l'ail commence à sécher, pour justement lui permettre de bien sécher, ne pas avoir de pourriture qui s'installe dans les bulbes, etc. Donc ça, pour l'ail, c'est plutôt pas mal. Alors pour le reste du jardin, c'était un petit peu moins bien, ce qui fait que j'ai installé des asperceurs cette année pour aider un petit peu les cultures à démarrer. Et alors là, je voudrais parler d'un truc aux personnes justement qui utilisent peut-être des systèmes d'arrosage automatique dans leur jardin, donc comme des asperceurs par exemple. Le petit problème avec l'ail, c'est que si vous avez l'ail au milieu du jardin, que vous avez à droite des choux, à gauche des salades, donc des plantes qui auraient besoin d'être arrosées, et avec des périodes comme on a en ce moment quasiment tous les matins, le problème c'est qu'avec des asperceurs, vous allez forcément arroser votre ail. Et justement, à cette période-là de l'année, il ne faut plus en fait arroser l'ail. Et donc moi j'ai installé mes asperceurs de manière à ce que ça n'arrose pas l'ail. Ça c'est un truc auquel il faut penser, ne pas arroser l'ail lorsqu'il rentre dans sa période où il est en train de sécher en fait. Et il ne faut vraiment pas qu'il voie l'eau, notamment pour le développement d'un truc. Alors on en voit un petit peu, j'en ai vu tout à l'heure. Ici, on a un petit peu de rouille. Voilà, c'est souvent à l'aisselle des feuilles que ça démarre. Voilà, ça, c'est une maladie fongique. Donc, c'est un départ de rouille. Là, celui-là, il est bien attaqué, par exemple. Ici également. Là, ça ne m'inquiète plus. Les calibres sont corrects.
hein. Et là, par exemple, on a de l'ail, on arrive à voir que le calibre il est correct. Et voilà, là c'est terminé, l'ail ne va plus grossir, maintenant il rentre dans sa phase de maturation, de séchage. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais on peut imaginer justement que si vous arrosez tous les jours avec des bonnes quantités de flotte, vous avez la rouille qui serait beaucoup plus avancée que ça. Alors du coup, comme il n'a pas plu depuis la dernière séquence, eh bien on n'a pas eu de levée de mauvaises herbes. La terre est sèche, en surface en tout cas. Voilà, on n'a pas de levée de mauvaises herbes, donc ça, on va dire que ça m'arrange pour la culture de l'ail. Donc là, là c'est sûr, hein, d'ici la récolte, je ne fais plus un seul sarclage, je ne touche plus à la culture. Donc voilà, maintenant on attend que ça sèche naturellement. Hein, on va espérer que la rouille aille moins vite que la dessiccation naturelle, parce qu'encore une fois, le problème de la rouille, surtout là en fin de saison, c'est que ça détruit le feuillage. Et si on veut faire des jolies tresses d'ail, eh bien après on ne peut plus. Alors justement, concernant l'irrigation de l'ail et l'arrosage de l'ail en général, on n'en a pas trop parlé au cours de cette vidéo. Donc l'ail, c'est une culture que je gère toujours, on va dire, sans irrigation, parce que justement c'est une culture d'hiver, hein, que je mets en place en novembre, et depuis la plantation on a quand même eu de l'eau, hein. C'est très rare les hivers en Bretagne où il ne pleut pas, et les printemps aussi où il ne pleut pas. Donc on a eu de l'eau, notamment au mois de mars, avril et même début mai. Et en fait, on a eu la juste quantité d'eau au moment où l'ail a fait son bulbe. Et c'est à ce moment-là, en fait, au moment où le bulbe se forme, que il faut arroser si jamais il ne pleut pas dans votre région à ce moment-là. On peut avoir des fois des sécheresses printanières. Donc vous pouvez arroser l'ail à ce moment-là. Donc ça c'est à vous de gérer, mais encore une fois c'est très important qu'en fin de cycle vous sachiez arrêter les arrosages complètement pour permettre à la plante de sécher sans développer des maladies fongiques. Alors il y a autre chose qu'on n'a pas pu voir dans cette vidéo sur l'ail, c'est le fait de couper les inflorescences. Dans l'ail vous avez différentes variétés, vous avez ce qu'on appelle l'ail à bâton, et vous avez l'ail comme ici, donc ça c'est de l'ail sans bâton. Et donc ce qu'on appelle le bâton en fait c'est quoi? C'est une tige qui apparaît au milieu de la plante et qui porte une fleur en fait. Et donc ça c'est une variété qui ne fleurit pas, et vous avez des variétés d'ail qui vont fleurir. Et si on veut avoir un bulbe, hein, si le but c'est bien de cultiver de l'ail pour avoir un joli bulbe, en fait cette tige qui va apparaître, il va falloir venir la couper pour que l'ail ne s'épuise pas à faire sa fleur en fait, et que toutes les réserves restent dans les bulbes. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu vous montrer, mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous cultivez de l'ail à bâton. Hein, il faudra venir couper cette tige, sachant que cette partie-là peut se cuisiner, hein, c'est comestible. Mais voilà, moi j'ai fait le choix d'avoir de l'ail sans bâton. Ça ne m'intéresse pas, voilà, de piétiner mon jardin pour aller couper les bâtons, et puis en plus ça ferait beaucoup de bâtons d'un coup. Voilà, après, vous ne savez pas quoi en faire en cuisine. Donc, c'est bien pour les maraîchers qui ont des débouchés chez les grands chefs. Mais voilà, moi j'ai fait ce choix-là d'avoir de l'ail qui ne fleurit pas. C'est quand même un petit peu moins embêtant. Nous sommes le 22 juin et c'est le jour de la récolte. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ressemble la parcelle. Donc, on voit que si on s'attarde sur un pied d'ail en particulier, on voit que les feuilles du bas sont toutes desséchées. Voilà. Et les feuilles du haut commencent à se dessécher. Il reste un tout petit peu de vert, mais voilà, si on regarde comme ça la plante, il reste un tiers de vert, quoi. Et donc là, on peut entamer la récolte. Alors ça dépend, on en a des un petit peu plus verts que d'autres. Celui-là, il a un petit peu plus de vert. Voilà, il y a plutôt la moitié qui est verte encore, mais c'est bon. Hein. Là, l'ail, en gros, il est vraiment en train de finir son cycle et il arrête de puiser quoi que ce soit dans le sol, on va dire. Donc ça ne sert à rien de le laisser dans le sol, on va intervenir. Et si on regarde plus généralement la parcelle, on voit que, eh bien, elle a commencé à être bien jaune, quoi, hein. On ne voit plus beaucoup de vert. Et on peut voir un truc là intéressant, c'est on a un cercle ici où l'ail est vraiment tout sec, tout sec. Et là, c'est très certainement une attaque d'un champignon de fin de cycle, hein. C'est pas très grave, hein. Ça s'est passé sur la dernière semaine, là. Ça a vraiment séché très fort ici. Je ne pense pas que ce soit de la rouille, je ne sais pas ce que c'est, hein. Il n'y a pas que la rouille dans la vie, il y a tout un tas de champignons ou de bactéries qui peuvent s'attaquer à un feuillage qui est en train de se dessécher. Je ne sais pas ce que c'est, donc là on voit très clairement que là c'est bon à récolter, hein. C'est complètement sec. Alors j'interviens aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on nous annonce du sec, hein. Pour les jours qui suivent, on va avoir du sec, de la chaleur, là on voit on a un petit peu de vent. Donc là en fait ça va être l'idéal pour continuer le séchage de l'ail sur la parcelle. Aujourd'hui vous allez voir, je vais arracher l'ail.
avec la fourche bêche et je vais le laisser sur le sol, sécher au soleil pour que ça sèche bien. Alors j'avais déjà réalisé une vidéo où je montrais un petit peu comment je récoltais l'ail. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vous allez le voir. Mais voilà, j'utilise une fourche bêche et je vais venir faire levier entre 2 têtes d'ail. Alors 2 ou 3 têtes d'ail, ça dépend de la souplesse du sol cette année. Voilà, je fais levier, je soulève les têtes d'ail, comme ça, et puis je tire mon ail. Et on voit que le calibre va être plutôt intéressant. Et je secoue la terre directement au-dessus du trou. Et après, je laisserai l'ail sur le sol. Voilà, sécher, vous allez voir tout ça. Et on y va. Donc je vais les sortir par deux. Voilà, je les attrape par deux et je les secoue un bon coup. Voilà, donc là, du coup, vous voyez, j'ai l'ail avec peu de terre. Hein, mais c'est pas grave, là, ce qui va rester là, ça va encore sécher au soleil. Et quand on les manipulera au coup d'après, ça va tomber en fait. Hein. Donc là, c'est bon, hein, pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, je les secoue un coup et je les mets sur le côté, comme ça. Donc, un coup de bêche, on soulève, on attrape les 2 têtes d'ail, on les secoue, voilà, et on les met sur le côté. Et il y a également un autre intérêt à tirer l'ail encore un tout petit peu vert, c'est que comme il n'est pas complètement desséché encore, la tige est encore assez dure. Et justement pour la récolte, vous voyez, ça me permet de tirer sur les tiges. Et là, par exemple, sur la première ligne, je n'ai cassé aucune tige. Vous voyez, je déchausse, j'attrape sans finalement trop me baisser en fait. Hein. Je me baisse forcément, mais pas tellement. Donc j'attrape les tiges et vous voyez, je tire la tête. Et puis là, j'utilise les tiges pour frapper l'ail au sol. Alors que si vous intervenez trop tard, ou si vous avez malheureusement de la rouille par exemple, qui a complètement détruit le feuillage, en fait la tige elle ne tient plus. Et quand vous tirez sur la tige, eh bien l'ail reste dans la terre et puis vous vous retrouvez avec juste les tiges au bout des mains. Et donc là c'est beaucoup plus chiant, quoi. Après il faut aller chercher la tête d'ail dans le sol et puis pour la secouer, pareil c'est plus chiant. Donc c'est pourquoi on n'intervient pas trop tard et on bénéficie voilà, de tiges bien costauds encore. Donc vous voyez, pareil, hein, encore une fois, ça va vite. Voilà. On avait des belles lignes avec un espacement bien respecté. Donc, encore une fois, un coup de bêche, j'enlève 2 à chaque fois. Et puis, on n'est pas en train de patauger dans les mauvaises herbes. On n'a vraiment rien qui nous gêne, hein, on enchaîne sans réfléchir. Et le fait qu'on n'ait eu aucune tête là depuis le début qui se soit décrochée en fait en frappant, c'est plutôt bon signe. Hein. Parce que souvent quand vous avez des champignons à la récolte, justement ce sont des champignons qui vous bouffent le collet là et ça sépare en fait les feuillages des têtes et là en général c'est de l'ail qui va commencer à pourrir au stockage quoi. Alors que là on sent que c'est sain. Vous voyez, je jette à chaque fois l'ail sur l'ail que j'ai tiré tout à l'heure, puisqu'on nous annonce vraiment des belles journées, voire du 30 degrés à partir de demain, avec un ciel bleu comme ça. Donc ça ne sert à rien non plus que l'ail cuise directement sur la parcelle. Donc là, en fait, à chaque fois, le feuillage protège la tête d'ail du dessous. Hein. Et ce sera seulement le dernier rang qui, lui, sera un petit peu plus exposé au soleil. Donc là, si on regarde la partie où on avait le champignon, hein, donc le feuillage tout desséché, on voit que les bulbes sont sains en fait, hein, quand on aura enlevé la peau. On va le faire sur celui-là, attendez. Voilà, on voit qu'on n'a pas une quelconque pourriture hein, sur les cailleux. Hein. On a juste les peaux extérieures voilà, qui sont un peu noircies. Mais alors il faut éviter de faire ce que je fais, c'est pourquoi normalement on les laisse sécher, pour éviter d'abîmer les peaux qui sont encore toutes fines, mais on voit voilà, dès qu'on enlève la peau un petit peu noire, on est sur du blanc. Voilà.
Et c'est sain, quoi, hein. Les têtes sont saines, les têtes sont belles, sont grosses. Si jamais vous êtes spécialiste dans l'ail, si vous pouvez me dire ce qu'est ce rond là de feuillage beaucoup plus desséché que les autres, bah, ça m'intéresse, mais bon, après c'est pour la science, hein. Sinon on voit que le résultat est bon, quoi. Ça passera dans l'assiette. Alors ce qui est marrant un petit peu avec cette vidéo qui s'étale sur plusieurs mois, c'est que lorsqu'on a fait la plantation de l'ail, si vous vous souvenez bien, on avait les tomates de l'année dernière, au mois de novembre, hein, c'était les dernières, elles n'étaient pas très belles. Et là on va avoir les premières tomates. Bon, alors elles ne sont pas encore prêtes d'être rouges, hein, ce sera plutôt pour la mi-juillet, mais on les voit se former là déjà, les premières tomates. Voilà, donc ça permet de boucler la boucle. Alors bien sûr, si vous intervenez une année un petit peu plus humide ou dans une terre un petit peu plus collante après une pluie, etc., la terre va coller beaucoup plus. Donc si vous voyez à la météo que le beau temps s'installe, vous attendez que la terre sèche un petit peu, comme ça évitera à la terre de trop coller à vos récoltes. Et ça facilite grandement la récolte, hein, justement, vous voyez, en 3 coups. 3 coups, j'ai enlevé la terre, quoi. Et les 2 derniers. Et voilà. Donc là, j'ai fait 7 rangées de 9 mètres. Et je vais vous donner le temps. Donc c'était le temps de la vidéo. Une demi-heure, voilà, en parlant un petit peu. Donc un petit peu moins si j'étais tout seul. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la productivité que vous pouvez avoir chez vous avec des outils simples, avec des façons de faire assez simples, hein. Je rappelle quand même que depuis la plantation, je n'ai fait que 4 interventions. Un binage, un sarclage, un butage et un sarclage. Terminé, et la récolte. Donc c'est pas tout à fait fini, hein, on va voir la suite, mais en termes de productivité, etc., vous voyez, c'est pas déconnant. Et puis on a une belle récolte, on a des beaux calibres. Voilà, donc là ça va rester comme ça pendant au moins 48 heures. Et donc, comme je vous l'avais dit, l'ail a été récolté. Et qu'est-ce qu'on récupère? On récupère une parcelle nickel. Voilà, parce qu'en plus, le peu de mauvaises herbes qui avaient poussé, et bien là, en faisant la récolte, je les ai dérangées. Donc là, le sénesson, il va sécher en fait, hein, en même temps que là, il va sécher. Tout ça, ça va sécher. Et d'ici 3 jours, j'ai une parcelle nickel. Je pourrai mettre un coup de râteau et venir implanter une culture. Alors moi ici, ce sera peut-être du sarrasin, mais si on s'imagine dans un petit potager, là, ce qu'on peut venir mettre derrière une culture d'ail, c'est une culture de haricots verts. Mais on peut venir mettre une culture de carottes, on peut venir mettre encore pas mal de légumes après une culture d'ail. Et puis s'il faut amender, eh bien on vient amender. Mais voilà, typiquement pour une culture de haricots, là, on n'a rien à faire en fait, hein. On passe un coup de râteau, on tire des sillons, on met les haricots, on referme et puis voilà, on arrose éventuellement s'il le faut. Et vous faites une deuxième culture sur la parcelle. Alors nous sommes 2 jours après la récolte, nous sommes le samedi 24, il est à peu près 14 h et je voulais juste vous faire un point sur le séchage de l'ail, hein, donc le séchage sur la parcelle directement. Encore une fois, cette année, on bénéficie de ce temps-là en fait, hein, après la récolte, donc ciel bleu, on a un petit peu de vent là qui dessèche, on a du 28 degrés à l'ombre, donc c'est on va dire l'idéal là pour bien dessécher l'ail. Avant de le mettre, vous allez voir, demain on le mettra sous un appentis pour qu'il finisse encore de sécher. Mais là, vraiment, c'est bien quand même que l'ail puisse voir un petit peu les UV du soleil en fait, hein, et puisse se faire bien sécher, bien dessécher. On le voit, hein, là le feuillage il commence à bien sécher, ça s'entend. Il reste plus grand chose de vert sur l'ail, hein, voilà ce qu'il reste de vert sur une tête d'ail. Donc c'est vraiment l'idéal là en termes de séchage. Et donc ce que j'ai fait hier soir, j'ai simplement déplacé l'ail qui, on l'avait vu, avait été mis plus sur le côté. J'ai tiré les têtes d'ail là pour qu'elles soient bien exposées au soleil. Et j'ai à peu près fait en sorte que l'ail qui se retrouve aujourd'hui au soleil, j'ai fait en sorte que ce soit l'ail qui était hier un petit peu à l'ombre des feuillages. Comme ça, toutes les têtes d'ail auront à peu près vu le soleil, vu les UV. Et on a un séchage à peu près homogène. Et là, du coup, ça permet de voir un peu la différence qu'on a entre une année humide comme l'avait été 2021. Et je vous avais fait une vidéo sur la récolte de l'ail dans le petit jardin.
et on avait du mal à sécher les récoltes en fait, puisque la terre était humide, il pleuvait tous les 2 jours, enfin c'était un petit peu compliqué. Et je vous avais montré qu'il fallait les mettre en caissette et les sortir dès qu'il faisait beau, etc., les mettre sous un appentis. Et là, vous avez justement on va dire l'idéal. Hein, là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Le temps parfait après une récolte d'ail, avec ce beau temps qui permet voilà, de faire le séchage au champ sans avoir besoin de manipuler quoi que ce soit, hein, puisque là, l'ail, en fait, il reste dehors depuis que je l'ai sorti. La nuit, il reste dehors. Hein, je ne l'ai pas manipulé plus qu'une seule fois pour le recentrer. Et demain, dimanche, je viendrai récupérer l'ail pour le placer sous l'appentis afin qu'il continue de se dessécher, parce que là, en fait, la tige, elle est encore très aqueuse. Hein. Il y a beaucoup d'humidité là dans la tige. Ça se sent, hein, on le sent au toucher. Donc ça va mettre encore plusieurs jours, voire semaines, avant d'être complètement desséché. Et c'est seulement une fois que cette partie-là est complètement desséchée qu'on pourra venir séparer la tige de la tête d'ail, qu'on pourra ensuite placer là où on a l'habitude de le stocker. Nous sommes dimanche 25, donc 3 jours après la récolte, et aujourd'hui je vais récupérer l'ail pour aller le placer sous l'appentis pour qu'il finisse de sécher tranquillement. Là voilà, on voit que le soleil a fait son effet, tout est complètement desséché, il n'y a plus rien de vert sur l'ail. Et puis voilà, il faut savoir quand même arrêter à un moment donné l'exposition des bulbes au soleil, parce que ça cogne quand même pas mal en ce moment. Et voilà, ça ne sert plus à rien de l'exposer vraiment au soleil. Il va pouvoir finir de sécher tranquillement à l'ombre dans un petit courant d'air. Donc je vous avais déjà montré le petit système, hein, c'est simplement un vieux sommier. Sur lequel on dispose la récolte, ce qui fait que la récolte est bien aérée, hein, puisque l'air passe par en dessous. Le matin en plus on a un petit peu de soleil qui arrive dessus, donc c'est très bien. Bon alors comme vous le voyez, cette année c'est une excellente année pour l'ail. D'ailleurs je tiens à préciser là pour les nouveaux jardiniers, voilà, les personnes qui regardent cette vidéo, qui prendraient un petit peu la vidéo comme modèle. Alors attention, hein, là vous avez une année vraiment exceptionnelle, hein, excellente pour l'ail. J'ai 0 pourriture, j'ai des calibres, voilà, ça c'est le calibre moyen. On a des calibres comme ceux-là. Donc attention, hein, là on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, alors il y a une partie, c'est de par mes pratiques, hein, mais vraiment c'était une excellente année en termes de climat, en termes de météo. On a eu l'eau lorsqu'il fallait de l'eau, on a eu le sec lorsqu'il fallait du sec. Mais voilà, je tiens vraiment à le préciser, hein, si vous avez des calibres plus petits, etc., avec un petit peu de pourriture, ça peut être normal, hein. Certaines années, comme 2021 par exemple, on avait un petit peu de pourriture, on avait des calibres plus petits. Là, ça reste un petit peu compliqué les années humides. On voit qu'il y a encore de la terre, hein, mais la prochaine fois qu'on va manipuler ça, on va venir couper ici, et puis on mettra un petit coup avec le pouce comme ça, et ça nettoiera en fait, ça nettoiera l'ail. On enlèvera de toute façon la peau extérieure pour une plus belle présentation. Hein, mais ça, voilà, de toute façon, on le verra à la prochaine séquence. Nous sommes le 10 juillet et c'est la dernière séquence de cette vidéo. Aujourd'hui, on va préparer l'ail pour en faire des tresses et également le préparer pour le mettre simplement en conservation. Et après, on aura de l'ail comme ça qui sera prêt à partir en cuisine toute l'année. Alors avant toute chose, je voudrais vous montrer quand même à quoi ressemble la parcelle, donc 18 jours plus tard. Alors on voit que ça a été semé avec du millet. Et la parcelle, eh bien, elle va se couvrir. Et comme je vous disais, hein, l'agriculture, tout ça, c'est un cycle. Donc là, on repart sur un engrais vert. Alors une fois qu'on a laissé l'ail sécher quelques jours, voire semaines maintenant, donc c'est entre une semaine et un mois. En 2021, je vous avais fait une vidéo et c'était une année très humide, on n'avait pas de soleil, etc. Ça avait duré un mois. Mais on peut imaginer que ce séchage, dans le sud de la France, ça se fasse en une semaine. Voilà, ça dépend. Hein. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on vient couper ici, là, donc 1 cm au-dessus des cailleux, il faut qu'on n'ait plus de verdure ici. Voilà, ici c'est devenu là, tout blanc. Donc là, ça a commencé à sécher. Alors, il ne faut pas croire que c'est sec à 100%. Quand on vient toucher ici, on sent que c'est un petit peu mou, encore légèrement humide. Et ça va continuer de sécher. Mais si j'avais coupé à cet endroit-là
le jour de la récolte, ça serait tout vert et ça sointerait en fait de l'humidité, quoi. Et donc là, c'était pas bon, hein. Il faut vraiment laisser sécher l'ail entre 1 semaine et 1 mois après la récolte. C'est très important parce que si on vient couper tout de suite le jour de la récolte, l'ail ne se conserve pas bien. On vient couper ici les racines. Alors là, c'est très important d'utiliser un ciseau de jardin que vous sacrifiez pour ce type de travail. Si vous faites des oignons, des échalotes et l'ail, voilà, c'est un ciseau qui vous servira principalement à ça. N'utilisez surtout pas un ciseau auquel vous tenez, qui doit avoir un bon tranchant, etc. Ce ciseau-là, aujourd'hui, je ne peux plus couper du papier avec parce que la lame, elle coupe dans des racines, donc elle voit des petits grains de sable, des petits grains, des petites pierres, des choses comme ça. Et une fois qu'on a coupé les racines et la tige, eh bien, on vient enlever la première peau ici pour retirer la terre. Par exemple, là, vous voyez, on a de la terre, donc en retirant la peau, ça va faire tomber la terre, tout simplement, voilà. Alors ce matin, on a eu un petit peu de brume, ce qui fait que les peaux ont repris un tout petit peu d'humidité. Donc elles ne sont pas aussi cassantes qu'elles devraient l'être, mais voilà, on y arrive quand même. Donc là, on a une tête d'ail qui a été préparée pour la conservation. Et ça, on va pouvoir le conserver presque 1 an à une température d'environ 20 degrés, alors maximum 20 degrés et minimum 13 degrés. Donc ça veut dire que ce sera plutôt dans votre maison, dans une pièce qui est soit chauffée, soit qui est collée à une pièce chauffée. Mais typiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans le cabanon de jardin ou dans une cave humide et fraîche. L'ail, c'est une des choses qu'on peut et qu'on doit conserver à température ambiante, on va dire. Et surtout, ce qui est important, c'est l'hygrométrie. Vous mettez ça dans la pièce la plus sèche que vous avez. Donc si vous avez une cave humide, ce n'est pas là qu'on va mettre l'ail. Nous, par exemple, ici, pour vous donner une idée de ce qu'on fait, c'est dans le grenier que ça se passe. Donc là, je vais mettre tout mon ail dans une cagette comme ça. Et les cagettes vont partir dans un grenier. C'est un grenier qui est isolé. Donc ça évite d'avoir trop chaud ou trop froid, hein, parce qu'avec les toitures en ardoise, sinon c'est invivable. Mais c'est un grenier qui n'est pas chauffé. Mais comme c'est un grenier, ça reste une pièce qui descend rarement en dessous des 10 degrés, même au moment le plus froid de l'hiver. Donc avec ces conditions-là, nous, on arrive à conserver l'ail 1 an. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'ail, je le place comme ça dans des cagettes, de manière à ce que l'air circule bien autour des têtes d'ail. Ça, c'est important pour, encore une fois, une bonne conservation sur la durée. Déjà parce que, comme on l'a vu, ça va continuer de sécher ici, là, sur le bout. Ce n'est pas complètement sec. Et ça évite les pourritures, etc. Avec l'ail, ça peut aller très très vite, hein. Si vous mettez votre ail dans un espace confiné, que vous l'enfermez dans un placard ou je ne sais quoi, ou dans une pièce vraiment qui n'est pas suffisamment aérée, ça va pourrir. Et donc le mieux, c'est de placer ça dans des cagettes qu'on peut superposer. Hein. Du coup, nous, toute la récolte là, va être superposée dans des cagettes et la surface au sol, c'est la surface de la cagette, quoi. On aura une colonne et en plus, ça permet là, pendant l'hiver, de venir inspecter très rapidement à l'œil. On peut voir si on a des têtes d'ail qui pourrissent, ce qui permet de les éliminer tout de suite et de ne pas les laisser dans le stock. Alors maintenant, on va regarder comment on peut faire une jolie tresse comme ça. Alors, je précise quand même une chose, ça c'est uniquement dans un but esthétique. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de stocker l'ail en tresse. La meilleure manière pour stocker l'ail, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est rapide, efficace. Et puis après, quand vous en avez besoin à la cuisine, hop, vous le prenez dans la main et puis c'est parti. Là, ça demande du travail, mais ça fait de super cadeaux en fait. Donc, c'est toujours intéressant de faire quelques tresses comme ça pour pouvoir les offrir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper la racine. Donc ça, toujours, hein, quelle que soit votre manière de stocker votre ail, on enlève toujours les racines. Hein, on peut mettre un petit coup comme ça, là, ça évite de ramener de la terre sur le plan de travail le jour où on l'utilise en cuisine. Et alors là, bien sûr, on ne vient pas couper la tige. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient attraper ici la première feuille. Voilà, et ça permet de retirer en fait la première peau et donc de retirer la terre, comme tout à l'heure. Voilà, et d'avoir une tête d'ail toute propre. Et ici, après, avec la main, hop, on enlève un maximum de feuilles. Hein, comme ça évite d'avoir des miettes dans la cuisine, hein, si vous accrochez votre tresse dans la cuisine. Voilà, donc là, vous avez un plan d'ail qui est prêt pour être tressé. Donc j'en avais préparé ici quelques-uns. Voilà. Donc on va faire une tresse avec ces trucs-là. On va prendre 3 plants d'ail. On vient ici coincer
les tiges ensemble. Et ici, j'avais préparé un petit lien de raffia pour ligaturer dans un premier temps ce truc-là. Alors je prends du raffia tout simplement parce que ça a la même couleur que les feuillages et c'est plus joli. Hein, c'est beaucoup plus joli que de prendre de la ficelle bleue agricole. Là, on est dans le domaine, encore une fois, de l'esthétique. Le but, c'est de faire quelque chose de joli, de beau. Donc, voilà, on commence comme ça. Les 3 plans d'ail sont liés entre eux. Ça évitera en fait à la tresse de se défaire par le bas. Si vous ne faites pas ça, vous êtes embêté. Et ensuite, on va commencer à tresser. Alors, tresser, c'est facile. Hein. On prend par exemple la droite, on le met au milieu. On prend la gauche, on le met au milieu. Voilà, ça, c'est rien de très compliqué. Donc, on a 3 brins toujours. Et on vient à chaque fois rajouter une tête d'ail. Donc là, par exemple, je vais venir la rajouter au milieu. Et je place le brin de cette nouvelle tête d'ail sur le brin du milieu. Donc là, en fait, on a 2 tiges, mais ces 2 tiges forment un brin, le brin du milieu. Donc on continue à tresser. Donc on avait fini avec la gauche, donc on revient ici avec la droite. Voilà. On peut faire encore un coup ici. Donc le gauche vient au milieu. Voilà. Et on continue à rajouter des têtes d'ail. Donc là, je vais rajouter une tête sur la droite. Le brin, la tige vient sur le brin du milieu. Et on continue. La droite vient au milieu. La gauche vient au milieu. Voilà. On rajoute une tête à gauche cette fois-ci. Le brin vient se mettre sur le brin du milieu. Enfin, la queue vient se mettre sur le brin du milieu. Et on continue. La droite vient au milieu. La gauche vient au milieu. Là, je vais rajouter une tête au milieu. Voilà, je continue de tresser simplement. Tac, tac. Donc là, bien sûr, il faut tenir assez fermement ici avec la main. Et il faut bien s'assurer que les queues forment bien 3 brins distincts, sinon on va s'en mêler tout à l'heure. Je viens rajouter une tête à droite. Ici, on vient là. On continue de tresser. Et on essaye de faire en sorte que, vous voyez ici sur ce brin de droite, j'ai 3 tiges. Le brin de gauche, j'ai 3 tiges. Et le brin du milieu, ici, j'ai 2 tiges. Donc c'est pourquoi je choisis de rajouter ma tête là. Je la rajoute à ce moment-là. Comme ça, c'est équilibré. Hein, tous mes brins ici sont composés maintenant de 3 tiges. Donc on continue de tresser. Voilà. Toujours bien serré. Et une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire des tresses de 10 têtes d'ail où vous essayez de battre le record du monde. Là, chacun fait comme il a envie. Donc, hop, on va en mettre encore une sur le côté là. Voilà, on va en mettre une au milieu pour terminer. Voilà, et là c'est fini. Maintenant, on tresse nos 3 brins en appuyant bien, en serrant bien. Voilà, on va jusque là où on peut. Voilà, et une fois qu'on arrive là, on prend le brin de raffia, pareil pour terminer. C'est plus joli. Et on vient serrer tout ça. Et voilà, on met un petit coup de ciseau au-dessus. On peut enlever les trucs qui dépassent, c'est plus joli. Et voilà, vous avez une tresse d'ail. Et bien voilà, cette vidéo est terminée et vous pouvez maintenant aller vous reposer. À la prochaine.